qui est, c'est la tâche de la philosophie, écrit Hegel dans la préface des principes de la philosophie du droit. Ce qui est, dans notre monde historique de part en part, c'est ce qui devient. Et un même effort pour conceptualiser ce qui devient est à l'œuvre chez Michel Onfray, philosophe prolifique, dont je retiens ici Féeries anatomiques, généalogie du corps faustien, et chez Luc Ferry, qui publie La révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. Commençons par le transhumanisme. Ce courant de pensée, apparu aux États-Unis il y a une trentaine d'années, prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer l'espèce humaine, augmenter ses capacités de cognition, de réflexion, de performance, et la débarrasser, au bout du compte, des trois fléaux qui gâchent la vie des hommes depuis l'aube des temps, la maladie, la vieillesse et la mort. À la fois inquiet, fasciné et sceptique devant un tel programme de transformation de la condition humaine, je voudrais d'abord demander à mes deux invités en quoi ce nouvel homme nouveau, annoncé par la technoscience, est plus digne de foi et d'envie que celui que promettaient les utopies politiques du XXe siècle. Luc Ferry. Vous avez tout dit, c'est un magnifique résumé. Le projet transhumaniste qui en effet apparaît aux États-Unis, qui est financé par Google en particulier, mais par d'autres grandes entreprises de la troisième révolution industrielle à coût de milliards de dollars, il faut quand même le savoir. Il a suscité ce mouvement transhumaniste déjà des dizaines de milliers de colloques, d'articles, de livres dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis. Il y a trois idées fondamentales si je veux réduire à l'essentiel. Un, comme vous l'avez dit Alain, l'idée de passer d'une médecine thérapeutique à une médecine de l'augmentation du potentiel humain. Avec une question, qu'est-ce qu'on veut augmenter? Ah oui, alors les capacités cognitives, l'intelligence, les capacités physiques, etc. Ça, c'est le côté, à mon avis, le plus inquiétant et le plus dangereux du mouvement transhumaniste. Il y a un autre aspect qui m'intéresse plus et qui me paraît davantage prometteur, c'est d'augmenter la longévité humaine. Contrairement à ce que les gens croient, on a augmenté l'espérance de vie, notamment au XXe siècle, mais on n'a pas augmenté la vie humaine. On meurt toujours, en gros, à peu près au même âge. Alors évidemment, on a éradiqué les morts plus ou moins précoces, mais en gros, personne n'a vécu 150 ans, encore moins 200 ans. Donc l'idée, c'est ça me paraît intéressant parce que c'est en quelque sorte, on connaît tous l'adage, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, ce serait l'idée de fabriquer une humanité qui serait à la fois jeune et vieille, si je puis dire, et qui du coup serait meilleure. Puis il y a deux autres idées, je vais très vite. Lutter, après avoir lutté contre les inégalités sociales et politiques, ce qui a été la tâche des démocraties depuis, ou en tout cas des démocraties républicaines depuis déjà un bon moment. On a essayé plus ou moins efficacement de lutter contre les inégalités sociales grâce à l'État-provident. Ils voudraient, les transhumanistes, lutter contre les inégalités naturelles, c'est-à-dire contre la loterie génétique qui vous tombe dessus. Voilà, une mucoviscidose ou je sais pas quelle maladie vous tombe dessus. Ce sont des inégalités qu'on pourrait corriger avec l'ingénierie génétique. Et puis il s'agit donc, dernière idée, de passer de l'hétéronomie et du destin qui vous tombe dessus, notamment ce destin de la loterie génétique, à la maîtrise de soi, à la maîtrise de son destin, grâce à justement cette maîtrise de la génétique, du patrimoine génétique et grâce à l'ingénierie génétique. C'est les trois idées centrales. Avant de donner la parole à Michel Onfray, je voudrais m'arrêter une seconde à la première idée qui évidemment fait rêver, parce que nous avons peur de la mort. Oui, et de la vieillesse. C'est ce qui nous définit comme êtres humains. Nous avons peur de la mort, les animaux aussi, mais quand ils sont mis devant nous, nous vivons avec cette angoisse tout au long de notre vie. Mais justement, la médecine fait d'immenses progrès, médecine réparatrice, médecine méliorative, elle remplace toute une série d'organes, elle ne réussit pas à le faire pour le cerveau. D'où ce qu'a dit une neurologue, chirurgienne en neurologie, que j'ai reçue ici, Anne-Laure Bock. Elle dit, la médecine, elle a écrit dans le débat, je crois, fabrique des handicaps. Et c'est vrai, parce que si nous avons peur de mourir, nous avons aussi peur de mourir trop tard, mourir dans un état de
sénilité, de dégénérescence, parce qu'en effet, nous nous serons très bien réparés jusqu'au point simplement, alors nous vivrons non plus 70, 80 ans, mais peut-être 90, 92 et 95 davantage, et nous aurons 7 ou 8 ans de notre vie complètement dégradés, d'où cette autre espérance si forte aujourd'hui, qui est celle de l'euthanasie. C'est-à-dire, on parle d'augmenter la vie jusqu'à repousser, voire conjurer la mort, et en même temps, il y a ce désir lié aux difficultés même de la médecine de pouvoir choisir de mourir à temps. Luc Ferry. Oui, pour l'instant, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et tous mes amis biologistes, évidemment, j'ai beaucoup travaillé avec les biologistes et j'ai moi-même fait des études de biologie, même si en candidat libre. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. D'abord, on n'a jamais réussi à augmenter la vie humaine. On a augmenté l'espérance de vie moyenne, mais c'est pas, encore une fois, en 1900, l'espérance de vie des Français en moyenne est de 45 ans. Aujourd'hui, elle est de 82 ans. Hommes et femmes confondus. 79 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Mais encore une fois, c'est uniquement en éradiquant les morts précoces. Et le vrai problème, c'est celui que vous posez, c'est le cerveau. C'est là qu'on n'arrive pas. Le reste, on peut remplacer la médecine réparatrice, régénératrice, c'est formidable. Les pages de cellules souches, ça, mais le cerveau, c'est très difficile. Alors, en revanche, on a réussi à le faire pour les souris. Allez voir sur le net les souris de l'université Rochester, ce sont des souris transgéniques. Elles vivent 30% plus vieilles. Alors là, vraiment, c'est pas l'espérance de vie, c'est la vie qui est augmentée elle-même. Et elles vivent dans des bien meilleures conditions. Elles sont beaucoup plus mobiles, elles n'ont pas de maladies liées à la sénescence, à la vieillesse. Et donc, alors évidemment, mes amis biologistes me disent, oui, mais on n'est pas des souris. Les souris, c'est beaucoup moins compliqué que les humains, ce qui est tout à fait vrai. Mais le projet de Google, je termine avec ça. Google a créé en 2013 une filiale qui s'appelle Calico, Californian Life Company, que Google a doté de 425 millions de dollars initialement. Il a mis à la tête de cette entreprise un des plus grands biologistes au monde. Et le projet de Calico, au fond, je vais le dire vite, c'est de faire pour les humains ce qu'on a fait pour les souris, c'est-à-dire de faire en sorte que non seulement on vive beaucoup plus vieux, mais qu'on vive beaucoup plus vieux en très très bonne santé, y compris sur le plan cérébral. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais personne ne peut dire à quoi ressemblera l'ingénierie génétique et la biochirurgie et d'une manière générale la biologie dans les années 2300. Et donc Google anticipe en quelque sorte, investit avec la conviction qu'on va y arriver. Encore une fois, c'est une conviction que rien ne n'étaye aujourd'hui, mais qui est assez probable. Michel Onfray. Il faut politiser un petit peu le débat et voir ce qui va se passer. Ça ne pourra pas ne pas se passer, parce que je pense que ce qui est aujourd'hui, hélas, techniquement faisable est fait, et qu'il n'y a aucune morale pour arrêter ce genre de choses. Donc on ne liera plus la politique avec Rousseau et le contrat social, avec Hobbes et le Léviathan, mais avec Aldous Huxley et le meilleur des mondes, et puis avec 1984 d'Orwell. Je pense que l'avenir est hélas celui-ci, donc il y aura pour le coup une aristocratisation terrible par l'argent. Il y a des gens qui auront les moyens d'obtenir effectivement l'augmentation de leur vie, la prolongation de leur vie, et puis d'autres qui n'auront pas les moyens, bien sûr, et certains dont le corps servira à ceux qui auront les moyens d'obtenir un nouveau corps. Et vous avez raison de mettre en perspective l'homme nouveau tel que l'idéologie le souhaitait au XXe siècle, et cet homme nouveau tel que la biologie le souhaite pour le XXIe siècle, en n'oubliant pas que cette biologie, elle est toujours politique. Une biologie, une médecine ne sont pensables que dans une perspective politique. Une perspective politique, vous avez raison. En passant du hasard au choix, il s'agit pour les transhumanistes de vaincre les inégalités génétiques, mais restent effectivement les inégalités sociales qui risquent d'être consolidées et même aggravées sur ce nouveau terrain. Simplement, restons-en à la possibilité elle-même de passer justement de chance to choice, du hasard au choix. Et sur ces possibilités, la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est jusqu'à quel point sont-elles souhaitables? C'est-à-dire, si on les considère comme souhaitables, alors on peut politiquement vouloir tout faire pour les généraliser. Mais je m'en tiens simplement à un domaine où les thérapies géniques risquent d'entrer en action assez vite, le sport. Dans votre livre, Luc Ferry, La révolution transhumaniste, vous citez Michael Sandel, et je reviendrai sur ce qu'il écrit.
Mais au fur et à mesure que le rôle de l'augmentation-amélioration s'accroît, notre admiration pour les performances sportives s'estompe, ou pour mieux dire, elle passe des performances des joueurs à celles de leurs pharmaciens. Mais ce sont d'abord des pharmaciens, mais peut-être demain, ce seront des chirurgiens, c'est-à-dire qui programmeront des athlètes, et peut-être réussira-t-on à programmer aussi des mathématiciens, à augmenter les possibilités naturelles de chacun, mais jusqu'où faut-il se réjouir de ces possibilités? On peut s'inquiéter du fait qu'elles soient réservées à quelques-uns, mais même pour ces quelques-uns, il me semble qu'il y a de quoi être inquiet. Alors d'abord, je ne crois pas que ce sera réservé à quelques-uns, parce que la loi de Moore s'applique dans le domaine de l'économie, de la santé aussi. C'est-à-dire que, pour donner un exemple simple, le premier séquençage du génome, il a eu lieu en l'an 2000, il a été effectué en l'an 2000, du génome humain, je veux dire. Hein. Il a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un séquençage de génome, ça coûte 2000 €, et à la fin de la décennie, ça coûtera moins cher qu'une prise de sang. Donc les transhumanistes sont des égalitaristes forcenés, donc ils sont très sensibles à cette question-là. Donc ne leur faisons pas ce faux procès-là, parce que la question est réelle, hein, la question que pose Michel est tout à fait réelle, mais encore une fois, ils y répondent en disant l'économie de la médecine obéit à la loi de Moore, c'est à la loi, à une exponentielle, et dans le bon sens, c'est-à-dire dans la division des coûts. Pour ce qui est du souhait, oui, la question qui va se poser, et là je reviens aussi à ce que disait Michel en même temps que à ce que vous disiez Alain Finkielkraut, c'est la question politique. Qu'est-ce qu'on veut augmenter ? Est-ce qu'on veut augmenter l'intelligence? Est-ce qu'on veut augmenter la force? En admettant que ce soit possible, hein, parce que pour augmenter l'intelligence, pour l'instant, rien ne prouve que ce soit véritablement jouable. Mais enfin, la Corée du Sud, par exemple, y travaille énormément. Bon. Et donc, on peut imaginer que ça puisse, en termes de QI, par exemple, ça puisse se faire. Qu'est-ce qu'on va vouloir augmenter? Donc, la question de la régulation va être centrale. Moi, je pense qu'augmenter l'espérance de vie est intéressant, parce que, et augmenter la vie vraiment, est intéressant, parce qu'encore une fois, je pense que l'humanité n'est pas si parfaite aujourd'hui qu'on ne puisse souhaiter qu'elle soit, améliorée au sens où elle pourrait concilier l'expérience de l'âge et l'intelligence et la force de la jeunesse, pour dire les choses simplement. Mon vieux père, qui s'est évadé 4 fois des camps nazis les plus abominables qui soient, me disait toujours que si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y en aurait pas beaucoup. Et j'ai toujours pensé que c'était pas faux. C'est le fait que, voilà, j'ai le sentiment qu'on est moins bête en vieillissant. Pardon de le dire comme ça, je vais vexer les jeunes, mais en tout cas, on a une forme je dirais pas de sagesse, serait prétentieux, mais d'expérience en tout cas à coup sûr. Et donc cette augmentation-là me paraît intéressante. La régulation sera très difficile, et je reviens au problème politique. Pourquoi? Parce que, c'est hyper technique. J'ai travaillé 4 ans pour écrire ce livre. J'ai vraiment travaillé les sciences comme un fou, si je puis dire. Et j'ai suivi des cours de biologie de haut niveau. Ça m'a vraiment demandé un temps considérable pour simplement être un tout petit peu au niveau sur ces innovations biotechnologiques, l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets, etc. Donc c'est très technique. Ça va très très vite. Les évolutions sont extrêmement rapides. Je viens de vous donner l'exemple du séquençage du génome. Et 3, c'est mondial. C'est-à-dire qu'une régulation nationale n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et donc la question de la régulation est entièrement sur le plan politique à repenser aujourd'hui. Michel Onfray. Oui, là, on parle en termes de quantité de vie. Moi, je pense qu'il faut parler en termes de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on peut effectivement imaginer 10 années de plus ou 20 années de plus, mais pourquoi faire? Ah oui. Si c'est pour vivre cette vie-là comme un vieillard qui a perdu de la mémoire, qui a perdu de la plasticité, qui a perdu de la mobilité, qui a perdu de la raison ou de l'intelligence, qui a perdu de la mémoire, à quoi ça peut servir? On est dans une civilisation du chiffre où il faut de la quantité au détriment de la qualité. Et moi, je reviendrai volontiers aux Romains qui nous disaient que ce qui était important, c'était pas la quantité de vie, mais la qualité de vie. Et quand la qualité de vie n'était plus là, on devait pouvoir sortir de la pièce quand elle était enfumée, disaient les stoïciens. Parce que je suis évidemment d'accord avec le fait qu'il s'agit de qualité de vie. Ça, bien sûr, on est d'accord. S'il s'agit de faire vivre les gens 30 ans de plus complètement gâteux dans un fauteuil roulant, en effet, l'objectif est personne. C'est le cas. Non, c'est absolument pas ça. J'évoquais le cas des souris transgéniques. Elles vivent beaucoup mieux. Elles n'ont pas de cataracte, elles n'ont pas de cancer, elles n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Elles ont une mobilité beaucoup plus grande. Donc l'idée, c'est de faire ça aussi pour les humains. Mais
allons à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est ce projet de concilier ce que l'expérience apporte. Et l'expérience, c'est lié à l'âge. On ne peut pas évacuer cette question de l'âge. Et donc, voilà, ça, c'est très qualitatif, justement. Au fond, une humanité qui serait à la fois, âgée et jeune, serait une humanité dont on peut supposer qu'elle soit meilleure. Et ça, c'est totalement qualitatif, Michel. C'est pas du tout le chiffre. En effet, s'il s'agit de vivre 20 ans plus vieux, complètement débile, ça n'a aucun intérêt. Et même dans ce cas-là, on revient à la question que posait Alain Finkielkraut tout à l'heure, la question de l'euthanasie. Je suis contre l'euthanasie. J'ai toujours milité contre l'euthanasie. Je sais que j'ai 95% des Français contre moi, mais je suis pas favorable à l'euthanasie. Et donc, en revanche, oui, si on pouvait avoir une humanité... Et je suis pas favorable à l'augmentation des qualités physiques, intellectuelles. C'est pas ça le sujet. Mais l'augmentation de l'espérance de vie, oui. Alors, mourir, c'est naturel. Vieillir, c'est naturel. Mais lutter contre la mort et lutter contre la vieillesse, c'est tout aussi naturel. Est-ce qu'on peut aussi estimer que, à un moment donné, pour soi-même et pour ses proches, on devrait avoir le droit de choisir le moment de mourir, oui, quand la médecine ne peut plus rien faire, et une médecine incapable, justement, de vous guérir, devrait avoir l'humilité, dans ces conditions-là, de vous aider. C'est ça, le suicide assisté ou l'euthanasie. Non, c'est pas ça, Alain, si je peux me permettre. J'ai beaucoup travaillé sur Exit et Dignitas en Suisse, et notamment avec le ministre des Affaires sociales suisse. Non, en Suisse, et notamment chez Dignitas, je parle pas d'Exit là, on accepte de faire mourir des gens qui sont éventuellement en bonne santé. Donc évidemment, euthanasie, dans la fin de parcours, tout le monde est pour, et moi aussi. Mais suicide assisté, par exemple, on a suicidé, si je puis dire, aidé au suicide, 2 jeunes schizophrènes de 35-37 ans, une sœur et un frère, qui étaient par ailleurs physiquement en parfaite santé, et ça, je ne peux pas être pour. Ah oui, mais ça, c'est pas forcément l'euthanasie en tant que telle. C'est vers là qu'on va. C'est vers ça qu'on va. C'est autorisé en Suisse. Et donc, dans les pays qui sont très en pointe sur ces sujets-là, pays d'Europe du Nord, ces choses-là sont autorisées aujourd'hui. Donc, faites attention. Pour le coup, il y a un glissement possible. Et paradoxalement, la Suisse interdit l'euthanasie. Elle autorise le suicide assisté, elle interdit l'euthanasie. Et donc, vous avez toute une pléiade de pays du nord de l'Europe en particulier qui vont dans ce sens-là, et je me méfie pour le coup, ça m'arrive rarement, mais de cette pente glissante. Oui, à l'euthanasie en fin de parcours, évidemment, pour des raisons d'humanité, ça va de soi, mais il faut que ce soit encadré, il ne faut pas que ce soit un ange de la mort qui en décide à la place de la famille, et non au suicide assisté quand les gens sont en bonne santé. Mais prenons le transhumanisme dans son sens le plus large, les nouvelles possibilités offertes à la médecine, ce corps faustien dont vous parlez aussi, que la médecine nous promet. Il ne s'agit pas simplement d'allonger la vie, il s'agit d'améliorer les performances, la cognition, l'intelligence éventuellement, et ça c'est une possibilité qui risque demain d'être offerte aux parents. Et là, je voudrais encore citer Michael Sandel, parce que ça, c'est un passage que vous traduisez vous-même, Luc Ferry, d'un livre curieusement non traduit de ce philosophe pourtant très célèbre, The Case Against Perfection, Ethics in the Age of Genetic Engineering, la perfection en procès, l'éthique à l'âge de l'ingénierie génétique. Alors il dit ceci: le fait que nous nous soucions profondément de nos enfants, mais que nous ne puissions jusqu'à présent pas choisir le type d'enfant que nous voulions, enseignait aux parents l'art d'être ouverts à ce qui n'est pas forcément souhaité. Le risque, dit-il, c'est d'entrer dans un monde où les parents soient accoutumés à choisir le sexe et les caractéristiques génétiques de l'enfant, et ce serait un monde inhospitalier à l'égard de l'inattendu et du non souhaité. Et Michael Sandel pense qu'avec le transhumanisme, nous risquons de passer d'une éthique de la gratitude envers ce qui est donné à une éthique de la maîtrise absolue du monde extérieur comme de soi-même par l'homme prométhéen. Que pensez-vous de cette critique, Michel Onfray? Je pense qu'elle est juste, mais je voudrais revenir à ce que disait Luc tout à l'heure. Dans un pays où un nombre considérable de Français ne peuvent pas s'acheter de lunettes, de prothèses auditives ou de prothèses dentaires, on imagine bien qu'il y a un certain nombre de gens qui ne pourront pas se payer un séquençage du génome humain, fût-ce à 2000 €. Donc on voit bien, et je ne parle que de l'Europe. Alors là, on n'est plus en Afrique. Mais je parle de ceux qui peuvent eux-mêmes se le payer et qui programment leur
enfants. Eh bien, ceux-là le feront. Oui, vous avez deux problèmes différents. Oui, mais je voulais juste pouvoir continuer et dire que ceux-là le feront. Le problème n'est pas de savoir si ça va avoir lieu ou si ça va pas avoir lieu, parce que ça n'aurait pas lieu si on avait une force éthique susceptible de s'opposer à ces possibilités techniques. Et nous n'avons aucune force éthique. Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus d'éthique et qui soit susceptible de s'opposer à cette violence, à cette brutalité, à cette négativité ou à ce nihilisme. Donc ça va avoir lieu et ceux qui auront les moyens de s'offrir ce genre de choses le feront. Et puis ça entrera dans l'ordre des choses parce que on va commencer par faire de la médecine prédictive en nous expliquant que si on est diabétique, on peut avoir envie de ne pas avoir d'enfants diabétiques, ou si on est hémophile, de ne pas avoir d'enfants hémophiles, ou si on a perdu sa mère d'un cancer et qu'il y a déjà eu d'autres cancers dans la famille, et bien choisir effectivement ce qui nous permettra d'éviter ce type de cancer. Et à partir de ces considérations-là, je ne vois pas des gens qui s'opposeront à ça. Et quand on pourra faire ça, on pourra faire le reste. On pourra choisir effectivement de ne pas avoir un certain nombre de maladies et tout le monde y consentira. Puis après, on choisira du confort. Effectivement, la grandeur, la taille, les yeux, le sexe, ce genre de choses. Et on ne pourra hélas pas s'opposer à ça parce que c'est le mouvement du nihilisme. Mais je crois exactement l'inverse, c'est pas simplement pour la beauté de la conversation, ça n'empêche ni l'amitié ni la courtoisie, mais quand je relis en ce moment l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard. Ce qui est fascinant quand on lit Claude Bernard, c'est que on est vraiment dans ce 19e siècle, dans une conception mais totalement autoritaire de la science qui remplace à la limite la religion. Il n'y a aucune limite pour Claude Bernard. Quand lisez ou relisez les passages sur la vivisection humaine et animale, mais il est prêt à faire n'importe quoi. C'est tout juste. Il dit, bon, la vivisection sur les condamnés à mort, c'est peut-être pas très bien, mais sur les animaux, on peut faire absolument n'importe quoi. Bon. Alors que ce qui va caractériser justement, c'est ce que quelqu'un comme Ulrich Beck avait très bien montré dans son livre La Société du risque, qui de ce point de vue est très intéressant. Il avait montré que justement, l'émergence des comités d'éthique est un phénomène typiquement fin du XXe siècle et qu'au contraire, la question de la régulation éthique est devenue cruciale. Aux États-Unis, des gens comme Francis Fukuyama ou Michael Sandel, en Allemagne, Habermas, ont non seulement un écho très très grand dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde politique. Et des instances de régulation, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, se mettent en place avec une préoccupation spirituelle et morale très forte sur ces questions-là. D'ailleurs, en France, presque tout est interdit. L'insémination artificielle avec donneur pour les femmes seules, c'est interdit. Le diagnostic préimplantatoire, ça a été interdit pendant des années. C'est extrêmement encadré aujourd'hui. Donc non, je crois pas. Il faut pas être défaitiste sur cette question morale. On n'est pas du tout dans le nihilisme. Au contraire, on est dans une société peut-être hyper morale aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas à désespérer de la capacité de régulation. Simplement, ce sera très difficile. Moi, ce qui me désespère, c'est plutôt que aujourd'hui, les intellectuels et les politiques sont pas au niveau sur ces questions-là. Très peu d'intellectuels, y compris dans le monde scientifique, ont vraiment travaillé ces questions-là en Europe. Beaucoup aux États-Unis, moins en Europe. Et alors, nos politiques, s'il y avait un terreau écrit à l'Assemblée nationale sur le transhumanisme, ce serait un désastre. C'est plutôt ça qui est inquiétant, Michel. Mais sur le plan moral, je crois que les Français sont absolument, les Européens d'une manière générale, ne sont absolument pas prêts à laisser faire, laisser passer. On n'est pas dans des pays très libéraux et très nihilistes. Oui, mais en même temps, vous êtes plus subjugué, fasciné, intéressé par les possibilités que par les dangers, le transhumanisme que par les dangers qu'il comporte. Oui. Et dans le transhumanisme, il y a quand même l'idée que, en augmentant le pouvoir, on va aussi augmenter la liberté des hommes. Ils deviendront enfin maîtres de leur propre destin. Oui. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a un problème, voire une petite imposture. Je cite Michel Serres, dans un livre qui annonce à sa manière le transhumanisme, Hominescence. Il dit « De naturer, je veux dire plonger passif dans une nature qui signifie l'ensemble de ce qui naît ou va naître sans nous, nous devenons naturants, architectes et ouvriers actifs de notre nature. » Naguère, Spinoza désignait Dieu comme causa sui et cause de soi. C'est lui qui se produisait lui-même, puisqu'aucun créateur ne pouvait être pensé au-dessus de lui. Eh bien, il dit, maintenant, nous nous saisissons de cet attribut naguère divin, nous devenons cause opérationnelle de notre vie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous aurons peut-être, avec le transhumanisme, la possibilité de fabriquer des êtres humains selon notre désir. Mais ceux-là, justement, ils ne seront pas vraiment libres. Ils ne seront pas même libres d'être tout à fait des surprises pour eux-mêmes, puisqu'ils seront intégralement programmés. Et je rappelle que c'est avec cette conviction que Hans Jonas se prononce pour l'interdiction du clonage. Il se met du point de vue de l'individu cloné.
dès lors qu'il deviendra un duplicata, car ce qui est violé, c'est la vie humaine en tant que révélation, d'où la naissance d'un nouveau commandement respecte le droit de chaque vie humaine de trouver sa propre voie et d'être une surprise pour elle-même. Alors que on risque justement de rabattre l'apparition des individus sur le modèle d'un artisan qui façonne des objets. Non. Vous voyez, cette maîtrise n'est pas vraiment aussi, ne s'identifie pas avec la liberté dont elle se réclame. Je comprends parfaitement la question. Le texte de Michel Serres fait allusion à ces catégories de Spinoza, la nature naturée, la nature naturante, la natura naturata, la natura naturans. Bon, on n'y est absolument pas. La grande illusion qu'il y a derrière votre objection, qui par ailleurs est tout à fait légitime, mais la grande illusion qu'il y a derrière, ce serait que manipulant l'ADN à volonté, donc on a en effet inventé un sécateur d'ADN découvert par Emmanuelle Charpentier, une jeune chercheuse française et une collègue américaine, qui peut couper-coller l'ADN aussi facilement pratiquement qu'on coupe et colle un traitement de texte, sur un traitement de texte une phrase. Bon, tout ça ouvre des possibilités extraordinaires, mais l'idée que l'ADN va nous programmer est une idée totalement fausse et totalement absurde. Justement, ce qui est très intéressant, vous devriez inviter quelqu'un comme Jean-Claude Ameisen, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur l'épigénétique. Ce que montrent tous les biologistes aujourd'hui, c'est que l'ADN, certes, il y a une partie programmatique, mais que l'ADN n'est absolument pas déterminant, que le câblage, c'est-à-dire toutes les expériences qu'on fait entre 0 et 10 ans, le câblage neuronal est extrêmement important, tout aussi important que l'ADN, dans la formation des valeurs, de l'intelligence, de la personnalité. Mais il y a un troisième niveau qui est l'épigénétique. Et donc l'idée, c'est Habermas qui évoque ça, je le cite dans mon livre aussi, puisque j'évoque toutes les objections contre le transhumanisme. L'idée qu'on pourrait les parents pourraient choisir de programmer la bosse des maths ou la bosse de la musique ou que sais-je, est une idée absurde. Mais alors, en même temps, c'est bien les transhumanistes qui la donnent, cette idée. C'est ça leur homme nouveau. Non, parce que dans le transhumanisme, vous avez plusieurs courants. Vous avez des gens sérieux et vous avez des clowns. Vous avez des pitres dangereux. Moi, je déteste l'université de la singularité Kurzweil. J'aime pas du tout ce programme. Il y a des biologistes extrêmement sérieux, par ailleurs, et qui comprennent parfaitement que si, par exemple, l'ingénierie génétique permettait de corriger dans le génome de cellules embryonnaires humaines des maladies comme la chorée d'Huntington, on y arrivera certainement un jour, ce serait un très grand progrès, mais la manipulation de l'ADN, encore une fois, ne veut pas dire qu'on va programmer les individus. C'est le vieux problème de l'inné et de l'acquis. L'acquis reste extraordinairement important, et plus la biologie travaille aujourd'hui, plus elle découvre que la part de l'acquis, c'est-à-dire la part de l'histoire, est plus importante en vérité que la part de l'ADN. Donc ne croyez pas à ça. Évidemment, le procès est juste. Si on arrivait à ça, ce serait le contraire de la liberté. On fabriquerait. Et c'est ce que dit Habermas. Si les parents décident en quelque sorte du destin de les enfants ne seront plus libres. Mais c'est pas du tout ça que la biologie nous montre aujourd'hui. Ce qu'elle nous montre aujourd'hui, encore une fois, c'est que la part du milieu et de l'histoire est largement aussi importante que la part de l'ADN et de la génétique. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Je suis très inquiet sur d'autres sujets. Je suis très inquiet sur le fait qu'on fabrique, à cause de la compétition entre les armées et la compétition entre les familles, qu'on essaye de fabriquer des surhommes. Ça, je trouve ça vraiment inquiétant. Parce que la compétition, et là je pense que Michel Onfray sera évidemment sur la même ligne que moi, la compétition risque de nous entraîner vers des augmentations terrifiantes de l'être humain. En revanche, désolé, mais sur la vieillesse et sur la longévité, je trouve que ça peut être quand même quelque chose de formidable. Si le transhumanisme, si les nouvelles technologies nous promettent cette amélioration de l'être humain, est-ce que cette amélioration ne risque pas de se faire au détriment de l'humain, ouais, de la liberté ? Si les nouvelles technologies nous promettent cette amélioration de l'être humain, est-ce que cette amélioration ne risque pas de se faire au détriment de l'humain, ouais, de la liberté et même de la pluralité humaine? Jonas, avec Lévinas, cite ce beau passage d'un midrash du Talmud: un homme frappe beaucoup de pièces de monnaie d'une seule forme et elles sont toutes identiques les unes aux autres, mais le roi qui est au-dessus de tous les rois façonne chaque homme à l'image du premier homme, et pourtant aucun n'est identique à un autre. Est-ce que c'est pas ça aussi le donner de la pluralité
qu'il faut savoir préserver contre un certain nombre de possibilités que les nouvelles technologies nous offrent. Michel Onfray. Oui, mais il y a une erreur chez Jonas qui est contre le clonage, comme s'il y avait un clonage, point à la ligne. Il y a des clonages. Il y a un clonage thérapeutique, il y a un clonage reproductif. C'est pas exactement la même chose. Et quand on peut effectivement cloner des cellules souches et permettre un clonage thérapeutique, je songe par exemple qu'on peut dans ces cas-là éviter des chimiothérapies qui ravagent le corps simplement parce qu'on aura la possibilité d'aller sur la tumeur au bon endroit au bon moment et de libérer les substances qui guérissent. Personne ne pourrait être contre ce clonage thérapeutique. Le clonage reproductif, c'est une fiction, parce que Luc avait raison de dire que dans le clonage reproductif, on reproduirait le même génétique, mais nous ne sommes pas que génétique. Nous sommes interaction de la génétique et de l'histoire. Si moi on me clone tout de suite, on obtiendra très exactement ce que j'étais en 1959 et encore 9 mois avant. Et mes parents, enfin ma mère est toujours là, mon père n'est plus là, l'époque qui était la mienne n'est évidemment plus là, et cette configuration génétique serait dans une configuration historique complètement autre, et on aurait probablement la production d'un individu qui serait complètement autre, même si physiquement il me ressemblerait. Bah, mais s'il a exactement la même tête que vous, c'est quand même un problème pour lui, si je puis dire. Pour moi, mais en même temps, quel intérêt? Il a envie d'être une surprise pour lui-même. N'insultez pas les jumeaux. Les jumeaux sont des êtres différents, même quand ils ont la même tête, même les vrais jumeaux. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, si, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quel intérêt y aurait-il? Ce sont des clones naturels. Fabriquer du même en pensant que c'est du même, alors que ce serait de l'autre avec juste l'apparence du même. Je pense que ça tomberait tout seul. Quand on lit Marcel Conche qui est pour, par exemple, il est pour le clonage parce qu'il se dit mais ça me permettrait de revivre une vie. Il n'a pas compris que ça ne permettrait pas de revivre une vie et de revivre mieux la vie qu'il n'a pas bien vécue. Donc il y a des illusions sur le clonage et Luc a raison de dire qu'il faut travailler sur le terrain scientifique et s'informer là-dessus. Moi j'ai aussi lu des traités de médecine un peu ardus auxquels je ne comprenais pas forcément tout, mais justement pour me dire mais clonage thérapeutique, personne ne peut être contre. Non. Clonage reproductif, tout le monde devrait pouvoir l'être quand on a compris que ça débouchait sur une impasse. Oui, mais vous dites, Luc Ferry, et nous en reviendrons ensuite au deuxième aspect que vous traitez, celui de l'ubérisation du monde, qui a d'ailleurs donné lieu à une conversation entre vous dans le Figaro il y a quelques semaines. Vous dites, il y a cette espèce de volonté dans la compétition internationale, militaire, de fabriquer des surhommes. Donc, vous reconnaissez qu'on peut augmenter les performances, et là nous sommes dans l'ordre génétique, donc ça crée des humains programmés avec des risques particuliers. Donc non, pas programmé, c'est autre chose, Alain. C'est pas programmé. Parce que faites la distinction que Sartre fait, qui est très profonde, et je trouve là-dessus, je trouve que Sartre est vraiment génial, entre situation et détermination. L'ADN, c'est une situation, mais c'est pas une détermination pour autant. Alors évidemment, il y a une part déterminante dans l'ADN, c'est vrai, mais ce que disait Michel tout à l'heure est très juste. Un Michel Onfray cloné qui naîtrait aujourd'hui serait totalement différent, sauf physiquement, mais ça c'est le problème des jumeaux, ou le cas des jumeaux, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est le cas des jumeaux. Sauf physiquement, il serait complètement différent de Michel Onfray. Et donc n'attribuons pas une trop grande part au déterminisme de l'ADN. Et distinguer surtout entre situation et détermination. Je suis né homme et pas femme, je suis né en 1951 et pas en 1851, ça c'est une situation. Mais toute liberté s'exerce par rapport à une situation. La situation n'est pas forcément déterminante. C'est pas parce que je saute moins haut qu'un tigre que je suis moins libre que le tigre. Quand même, et donc cette distinction est très importante. Oui, c'est une distinction très importante, mais il y a quand même une contradiction, parce que pourquoi parce que le transhumanisme invoque justement les extraordinaires possibilités avancées de la technomédecine pour forger un homme nouveau. Et quand on s'interroge justement sur la liberté relative de cet homme nouveau, elle dit non, ça n'a auaucune importance. De toute façon, la génétique ne compte pas. Ah non, j'ai pas dit qu'elle comptait pas. Elle est très importante. Elle est secondaire. L'histoire se chargera, si vous voulez, de redéployer les différences que la génétique et l'espérance des parents et la folie des parents menacent de restreindre. Donc c'est comme si la technomédecine, si vous voulez, cherchait un alibi ailleurs qu'en elle-même pour continuer à exercer son pouvoir. C'est pas là qu'est le risque, à mon avis. C'est pas là qu'il est. Le vrai risque, il est ailleurs. Parce qu'encore une fois, il y a 3 niveaux. Il y a l'ADN, il y a le câblage et puis il y a l'épigénétique. Si on avait le temps, on rentrerait dans les 3 niveaux, mais les deux derniers sont aussi importants que le premier. Non, là où il y a un vrai danger. Prenez le cas, par exemple, des
des aveugles qui perdent la vue à cause d'une maladie qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la rétinite pigmentaire. Vers l'âge de 6-7 ans, un aveugle, une personne devient aveugle. Et puis, il y a une firme allemande qui invente une puce électronique, on peut la greffer derrière la rétine, et elle rend une vue certes très grossière, mais suffisante, par exemple, pour prendre un stylo, comme je fais maintenant, sur la table. Eh bien, ou pour voir une voiture arriver dans la rue, ou pour reconnaître le sourire d'un enfant. Pour l'instant, cette petite puce électronique greffée derrière la rétine redonne une vue très grossière. Donc, ni vous ni moi, probablement, n'irons à l'hôpital pour nous faire greffer une puce de ce type, sauf si on devenait aveugle. Mais imaginez que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on fabrique une puce qui nous donne une vue d'aigle. C'est une hypothèse fictive, mais imaginons. Et là, il y a un vrai danger. Parce qu'immédiatement, les armées auront envie de fabriquer un escadron complet de superviseurs, si je puis dire, que ce soit pour fabriquer des tireurs d'élite ou pour des marins ou pour des aviateurs. Et quand ce sera fait par les armées, ça pourra être fait par les familles. Parce que si moi j'augmente mon gamin, alors le voisin d'à côté voudra augmenter son gamin. Et en fait, ce qui m'inquiète dans le transhumanisme, c'est beaucoup plus la question de la compétitivité hyper libérale qui domine assez largement le monde aujourd'hui, et le fait que l'Europe ne soit pas dans le coup, que la disparition de la pluralité. La pluralité ne disparaîtra pas du fait qu'on manipule l'ADN. Ça, c'est pas vrai. Et les hypothèses de Habermas, dans le livre que je cite, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Habermas, mais l'hypothèse selon laquelle on va fabriquer des humains qui seront tous identiques parce qu'on aura manipulé leur ADN de manière identique est une hypothèse absurde sur le plan scientifique. Encore une fois, quelqu'un comme Jean-Claude Ameisen, qui a beaucoup travaillé, qui est le président, vous savez, du comité d'éthique, qui a beaucoup travaillé sur l'épigénétique, est très passionnant sur ces sujets-là. Et je rejoins tout à fait ce que disait Michel tout à l'heure sur le fait que, voilà, l'ADN n'est pas tout. N'oublions pas le milieu. Et donc, cette argumentation contre le clonage n'est pas très bonne. En plus, n'oubliez pas que les jumeaux, ce sont des clones naturels et qui sont quand même différents. Vous invitez les frères Bogdanov, ils sont très différents, malgré l'apparence identique. Je voudrais maintenant qu'on aborde le deuxième aspect de ce bouleversement du monde et de nos vies. Nous avons vu ce qu'il en était de la technomédecine et des espérances qu'on investit en elle, mais vous parlez aussi, Luc Ferry, de l'ubérisation du monde. Alors, double question que je vous adresse à tous deux. C'est quoi l'ubérisation du monde, premièrement, et deuxièmement, quel rapport avec le transhumanisme? Si je commande un Uber à la sortie du studio, ce que je ne ferai pas, j'ai pas de portable, donc je suis bien incapable de commander un Uber. C'est un vrai ancien. J'ai pas l'impression, si vous voulez, de pour autant adhérer au mouvement transhumaniste, au courant de pensée qui nous promet un homme nouveau. Et vous me dites que si, Luc Ferry. Oui, mon ami Bayrou m'a posé la même question le jour, on me la pose souvent. Non, la plateforme technologique est la même assez largement, pas entièrement, mais c'est largement la plateforme de ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Disons, pour parler très simplement, sans l'intelligence artificielle, dont vous avez vu qu'elle est capable non seulement de battre le champion du monde d'échecs aujourd'hui, mais le champion du monde de jeux de Go, ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile, et qui commande ce qu'on appelle les systèmes experts, sans l'intelligence artificielle, sans le traitement du big data, c'est-à-dire de masse de données énormes par nos petits smartphones eux-mêmes, et sans les objets connectés, il n'y a pas d'ubérisation du monde. Qu'est-ce que c'est que l'ubérisation? C'est pas la digitalisation, ce sont des applications qui mettent en relation des particuliers avec des particuliers en court-circuitant les professionnels de la profession. Le modèle chimiquement pur, c'est Airbnb. Vous louez votre appartement à un particulier par une application Airbnb n'importe où dans le monde, à Bogota, à Mexico, à New York ou à Londres ou à Paris, et vous squeezez, si je puis dire, vous court-circuitez les professionnels de la profession, c'est en l'occurrence les hôteliers. Même chose avec Blablacar, avec Uberpop, qui était le modèle chimiquement pur de Uber. C'est vraiment de particulier à particulier, grâce à ces applications qui ne pourraient pas fonctionner comme le transhumanisme sans le big data, les objets connectés et l'intelligence artificielle. Alors, ça pose des déchirures du monde qui sont assez tragiques au sens grec du terme, parce que les particuliers ont bien le droit d'échanger leurs appartements et les hôteliers ont parfaitement raison de dire, mais attendez, nous, on a des normes incendie, des normes handicap, on a des salariés, des charges sociales. Les particuliers n'ont pas ça sur le dos, si je puis dire, et donc c'est une concurrence déloyale. Donc cette déchirure du monde couvre la troisième révolution industrielle. Elle
va appeler, comme le transhumanisme, aussi la question de la régulation. Alors, que pensez-vous Oui, je crois de que cet aspect des choses, Michel Onfray? La libéralisation, c'est effectivement le libéralisme augmenté. Absolument, Donc, absolument. Ça veut Rifkin dire déconne complètement. Oui. La fin du régime social aussi, parce que il faut ajouter que dans ces configurations-là, on ne paie plus d'impôts, on ne paie plus de charges, donc on n'a plus la possibilité de payer les écoles, les hôpitaux, la gendarmerie. Les Uber payent autant d'impôts que les taxis. Oui, enfin, je veux dire, il y a aussi des gens qui ne sont pas déclarés. Et, ça c'est autre chose. C'est pas que c'est autre chose, c'est qu'aujourd'hui n'importe qui peut s'improviser chauffeur de taxi et il n'y a pas assez d'inspecteurs. Il y a un examen. Enfin, je voudrais juste pouvoir parler sur mon temps de parole. Oui, je t'en prie. Donc, il y a cette idée qu'effectivement, on sort du système social, qu'on ne pense plus aux générations futures, on ne pense plus aux anciens, on ne pense plus à ceux qui deviendront non plus des anciens, parce qu'il n'y aura plus les possibilités de payer des retraites ou d'avoir un régime social, parce que ça devient effectivement l'ultralibéralisme. Alors quand c'est faussement codifié par ceux qui le défendent, évidemment, on prétend qu'il faut se déclarer, mais comment on va faire quand on voudra chercher ceux qui ne sont pas déclarés? Aujourd'hui, n'importe qui peut, via Internet, louer son appartement sans les compétences de celui qui en avait, parce qu'effectivement, c'est la fin de la compétence. N'importe qui peut être chauffeur de taxi, n'importe qui peut être hôtelier, n'importe qui peut être restaurateur. Oui, là-dessus d'ailleurs, j'ai été très alerté. Factuellement, c'est pas juste. Alors, attendez quand même, je vais quand même poser une question pour qu'il précise les choses à Michel Onfray et vous répondrez et vous ferez votre objection. Il est vrai. Il est vrai que courtoisie et civilité. Oui, non, les Uber, il m'est arrivé d'en prendre si vous voulez passer un examen, mais ils connaissent pas Paris, donc ils n'ont pas besoin. Parce qu'il y a un GPS, d'accord, mais donc on n'est pas tout à fait quand même dans la même situation. Oui, mais il est bien meilleur. Vous faites référence à Emmanuel Macron dans le cadre justement de ce nouveau monde, puisque vous vous interrogez, Michel Onfray, vous vous inquiétez avec l'ubérisation de la fin de la compétence. Et il est vrai qu'Emmanuel Macron, peut-être ce sera aussi son programme présidentiel, ou peut-être que c'est ce qui ressortira de son grand mouvement En Marche, préconise la fin d'un certain nombre de diplômes pour le salon de coiffure, pour la maçonnerie, etc. Bon, il y a un certain nombre de diplômes, évidemment, qu'il faudra quand même passer. Il y a, semble-t-il, avec ce nouveau type d'échange, une mise en question du savoir-faire, de la compétence, et je voudrais que vous élaboriez là-dessus avant que Luc Ferry ne vous réponde. Oui, mais on peut imaginer par exemple aujourd'hui que quelqu'un pourrait en appeler à des cours particuliers par des gens qui se diraient professeurs, et puis on pourrait dire qu'après tout l'enseignement peut se faire avec des cours privés. Il n'empêche que dans l'éducation nationale, un professeur, il doit être diplômé, l'agrégation, le CAPES, il a fait des études, il est normalement compétent et il y a une compétence. Donc je trouve que dans l'ubérisation, n'importe qui peut être compétent, mais c'est vrai que c'est aussi l'époque. N'importe qui peut être journaliste, n'importe qui peut être photographe, n'importe qui peut faire des films, n'importe qui peut faire des photos. Et selon toi, à qui tu penses? Non, à personne en particulier, mais je veux dire que on le voit très bien, alors que sur certains domaines, on n'imaginerait pas qu'on puisse prendre l'avion avec quelqu'un qui conduit juste un ULM, ou qu'on irait se faire opérer de l'appendicite par quelqu'un qui aurait un CAP de charcutier. Parce que là, on comprend que la compétence est nécessaire. Qu'un chirurgien, on va pas lui donner sa vie lui mettre sa vie. On va pas ubériser la chirurgie. Voilà, on peut pas ubériser le vol dans les aéroports, des longs courriers, etc. Et on ne devrait pas non plus pouvoir ubériser l'enseignement, par exemple, parce que je trouve qu'il y a un nombre incroyable devant l'effondrement d'éducation nationale de cours privés qui sont donnés par des gens qui s'improvisent professeurs. Or, professeurs, on ne devrait pas pouvoir s'improviser. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui s'improvisent philosophes, écrivains, qui s'improvisent cinéastes. Le problème, c'est qu'il y a même des philosophes dont on dit qu'ils s'improvisent philosophes quand on n'aime pas leur philosophie. Oui, ça ce sont des journalistes qui s'improvisent penseurs. Voilà. Luc Ferry. Non, s'agissant des compétences, c'est simplement qu'elles changent d'endroit. Il n'y a pas besoin d'avoir, on peut dire c'est malheureux, mais la compétence du chauffeur de taxi, quand Waze ou TomTom sont bien meilleurs que le chauffeur de taxi parce qu'ils sont implacables. Et donc la compétence change d'endroit. On va avoir par exemple besoin de beaucoup de mathématiciens dans les années qui viennent, mais ça, ce seront des compétences qui se déplaceront. S'agissant de Uber, l'examen est plutôt plus difficile que celui des taxis. 2, ils ne peuvent absolument pas frauder. Impossible de frauder. Si ça, j'ai regardé de très près. Alors on peut contester, mais c'est ma conviction pour avoir regardé les choses de très près. 2, c'est absolument impossible de frauder puisque l'application enregistre tout, donc on peut absolument pas frauder. C'est comme le blockchain, on peut absolument pas frauder. Et 3, la question des droits sociaux. C'est d'ailleurs dans la loi El Khomri qu'on discute actuellement et dans la loi Macron 2. Il va falloir enfin comprendre que les droits sociaux, mon cher Michel, il faut les accrocher. Ce qu'on appelle le CPA, le compte personnel d'activité. Il faut absolument accrocher les droits sociaux à l'activité des gens.
à la somme d'activités qu'ils ont accomplies dans une vie, par exemple. Et certainement pas au contrat ou au poste, parce qu'on va changer en effet de poste, de travail dans sa vie. Probablement plusieurs fois, nos enfants, petits-enfants changeront de travail. Mais il faut accrocher les droits sociaux à l'activité. Et ça, pour le coup, c'est ce que Macron a très bien compris. Donc, il faut changer le régime du droit social. Mais ça ne veut pas dire du tout la perte du droit social. En revanche, ce qui est vrai, je disais tout à l'heure un peu brutalement que Rifkin déconnait complètement en annonçant la fin du capitalisme. Là où on peut se rejoindre, c'est que ce que nous vivons avec Uber, c'est du super libéralisme, hyper capitalisme. C'est dérégulation des instances traditionnelles, des métiers traditionnels. C'est dumping social parce qu'on fait beaucoup de choses soi-même sur lesquelles les chefs d'entreprise ne payent plus de charges. Et c'est évidemment marchandisation du monde puisqu'on met des actifs privés. Je mets ma voiture ou mon appartement dans le circuit commercial. Et c'est pourquoi la régulation, là aussi, comme dans le transhumanisme, va devenir absolument vitale. L'Europe, cette semaine, propose un cadre régulateur commun pour l'ubérisation du monde. C'est très intéressant. Suivez ça de près parce que c'est vraiment à regarder de près. Et vous insistez justement sur cet aspect des choses, cette marchandisation, répondant notamment à Jérémy Rifkin et avec ceux qui, comme lui, pensent que cette nouvelle économie collaborative, portée par les nouvelles technologies, peut constituer une alternative au capitalisme. Et vous citez, je voudrais en lire quelques extraits, un article publié par Charles-Antoine Schwerer dans la Tribune du 21 octobre 29 octobre 2015, où il dit « L'économie du partage est marchandisée. Blablacar, Airbnb ont créé un nouveau modèle ultra compétitif ». Parce qu'un particulier utilise sa propriété personnelle, voiture ou logement principal, pour fournir un service payant à un autre particulier, conduite et hébergement en l'occurrence. Ces innovations technologiques font émerger de nouveaux services qui étendent la sphère marchande à des îlots de gratuité ou d'informalité. Par exemple, l'autostop. On monétise maintenant l'autostop, l'échange de logements, le partage de conduite, d'informel et marginal. Ces pratiques ont accédé à l'ampleur d'un marché et impliquent désormais transactions financières. Donc, le capitalisme s'élargit alors qu'on pensait au contraire qu'il allait être dépassé. C'est pour ça qu'on a tort de parler d'ubérisation, parce que quand on parle d'ubérisation et qu'on répond Uber, on a raison, mais on a tort, parce que au-delà d'Uber, il y a des gens qui pratiquent une ubérisation qui est pour le coup ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire un ultralibéralisme, une dérégulation totale. Et on peut dire non, Uber se comporte bien, ce qui n'est pas toujours faux, mais en même temps, il y a de l'ubérisation au-delà de Uber. Vous avez parlé de Blablacar ou d'autres endroits où n'importe qui s'improvise effectivement covoitureur en faisant payer le covoiturage. Et tout ça échappe aux impôts, échappe au fisc, donc à la possibilité de construire un jour des écoles, des hôpitaux, etc. Non, ça n'échappe pas du tout. Non, ça n'échappe pas. Alors évidemment, les choses vont plus vite que la législation. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y avait un terreau écrit à l'Assemblée nationale sur ces sujets, on aurait une collection de bulles incroyable. Mais néanmoins, l'Europe, cette semaine même, propose un cadre justement pour ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui en vérité n'est pas du tout collaborative. C'est pour ça que moi je suis totalement d'accord. Si elle propose un cadre, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que c'est tout neuf. Oui, c'est ce que je dis. On a découvert Uber quand en France en 2014. Donc c'est pour ça que je dis que la régulation est à la fois vitale et très difficile, parce que ça va très vite, c'est très technique et c'est mondial. Mais c'est normal que une instance comme l'Union européenne mette 2 ans à réagir par rapport à quelque chose qui est encore une fois de l'ordre de la 3e révolution industrielle. Moi, je vous dis très clairement les choses. Aurait pu régler le problème. Pas si vite que ça, c'est compliqué. C'est compliqué le problème. Non, moi je vous dis la chose très franchement. Cette 3e révolution industrielle, que ce soit du côté de la médecine ou de l'économie, elle va changer la vie des gens plus dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. Donc c'est normal qu'il y ait un petit temps de réflexion. En tout cas, mon livre est un plaidoyer vibrant pour la régulation. Je suis totalement libéral en économie, totalement républicain en politique. Et républicain en politique, régulation, dites-vous, mais arrêtons-nous au cas de Airbnb. Ça facilite la vie, c'est-à-dire les individus pour les hôteliers, profitent. Vous avez un week-end à passer à Barcelone ou à Rome. C'est plus commode de le passer dans un appartement qu'on aura trouvé sur Airbnb qu'à l'hôtel. C'est peut-être moins cher. Et si vous êtes en famille, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Mais il y a un problème qui est lié justement, non à l'absence de démocratisation, Michel Onfray, mais à l'ultra-démocratisation. C'est-à-dire, ce genre de voyage se répand et le tourisme devient lui-même incontrôlable. Il y a une hubris. C'est-à-dire, à Barcelone, la nouvelle maire de Barcelone voudrait qu'on arrête ça. C'est-à-dire, de plus en plus d'appartements servent aux touristes au détriment
des habitants. Quelquefois d'ailleurs les loyers augmentent et c'est vrai à San Francisco également. Donc comment réguler Airbnb et également contrôler ce tourisme dont les villes les plus attirantes ont elles-mêmes aujourd'hui à souffrir. Moi j'aime assez que Luc se retrouve sur le terrain de ceux qui veulent réguler, qui trouvent des vertus à l'État. J'ai toujours été gaulliste. Oui, enfin bon. Depuis 68, j'ai voté de Gaulle. Je voudrais juste pouvoir, à chaque fois que j'ai la parole, pouvoir parler. Depuis 68, vous n'avez pas eu le temps de voter longtemps de Gaulle. J'ai voté la dernière fois pour lui. Vous avez voté à temps, quoi. Exactement. Mais j'ai toujours été gaulliste. Michel Onfray. Donc républicain. Qu'on soit libéral, qu'on défende l'euro, qu'on défende le marché, qu'on défende Maastricht, et puis que d'un seul coup on découvre que finalement il y a des vertus à l'État, qu'il y a des vertus à la nation, qu'il y a des vertus au protectionnisme, qu'il y a des vertus à la régulation. Je trouve ça très bien. C'est bien que le délire du marché rende possible un jour l'émergence d'une conscience qu'effectivement il nous faudrait un État, qu'il nous faudrait une décision politique, et cette idée que le gouvernement prétendument de gauche n'a rien fait pendant 2 ans et que l'Europe mette simplement 2 ans à commencer à réfléchir à un projet, c'est-à-dire qu'on verra le temps que ça va donner, mais ça aura eu le temps de détruire un grand pan de la société française et un grand pan de la société en même temps, européenne. il y a l'État, mais il y a aussi les individus, nous, collectivement, les processus en marche. Il n'y a plus d'État. Oui, mais comment réguler un tourisme qui devient absolument incontrôlable et qui est accéléré évidemment par les facilités offertes par Airbnb. Donc ça tient non pas à l'État, mais ça tient à un mouvement démocratique qui mérite lui-même sa propre modération, si je peux dire. Non, c'est la mondialisation. C'est pas un mouvement démocratique, c'est un mouvement de mondialisation où les plus forts, les plus faibles peuvent aujourd'hui faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de souveraineté et de souverainisme, et on laisse chacun faire sous prétexte de liberté, et c'est toujours la liberté du renard dans le poulailler libre. Pour conclure, moi qui ai enseigné à Lyon pendant 8 ans, les canuts lyonnais, quand on invente même déjà la machine à imprimer, on estime aujourd'hui, il y a beaucoup d'études d'économistes sur le sujet, que la machine à imprimer, la machine de Gutenberg, un ouvrier avec cette machine met au chômage 200 copistes. Prenez le cas des canuts à Lyon, la révolte des canuts, les ouvriers tisserands qui tissaient avec des cannes. Lorsqu'on invente la machine jacquard, ils se révoltent, c'est là que le mot sabotage va devenir populaire en français, ils jettent les sabots dans les machines à tisser, ils jettent après les machines détraquées dans le Saône ou dans la Rhône parce que ça pique leurs emplois. Amazon va détruire le réseau des libraires exactement comme la machine jacquard a détruit le réseau des canuts lyonnais. Mais c'est pour ça que je dis que la catégorie qui sert à penser ce monde, c'est la catégorie tout tragique. C'est ni le pessimisme ni l'optimisme, c'est les déchirures du monde. Et ça s'appelle la régulation. Et c'est pas une question morale parce que comme le dit Alain très justement, c'est nous qui pratiquons le tourisme. Quand je vais à Mexico voir ma fille, bah oui, Airbnb, si je suis avec mes 3 autres filles, c'est beaucoup plus commode qu'un hôtel et c'est beaucoup moins cher. Donc c'est nous-mêmes qui sommes là-dedans. Et je crois pas qu'il y ait plus d'État. En tout cas, s'il y en a plus, il faut le reconstituer. Ça, je vous garantis que c'est quand même le state building, comme disait Fukuyama. C'est la preuve, construire des États. Et pas seulement en Europe, mais aussi en Irak, en Afghanistan ou en Libye. Voilà. Mais c'est l'État qui contrôle ça et qui régule. C'est la politique qui régule. Et c'est ça l'honneur de la politique aujourd'hui face à la 3e révolution industrielle. Mais c'est pas perdu. Alors peut-être n'est-ce pas perdu, peut-être faut-il nous apprendre nous-mêmes à nous réguler. Et je dirais en terminant que si Amazon doit détruire les librairies, je voudrais, détruire cher Amazon. Luc Ferry, non pas détruire Amazon, mais que vous m'accordiez le droit à la nostalgie. Il faut qu'on en reparle là. Alors on en reparlera. On en reparlera. En tout cas, je renvoie à votre livre, Luc Ferry, la révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies, chez Plomb. Michel Onfray, vous avez publié naguère Féeries anatomiques, généalogie du corps faustien chez Grasset. Pas Féeries anatomiques quand même. Non. Vos plus récents livres sont parus, l'un chez Grasset, Penser l'islam, l'autre chez Plomb, Le miroir aux alouettes, Principe d'athéisme social. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Christianisme et modernité. Mes invités seront Rémi Brague et Philippe Deribarne. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Carine Ochard